Chapitre 12. Ce qu'Edmund raconta à propos de sa vie et des conditions de sa capture. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les Mongols fiers. Je suis tout poisson de neige maintenant. Je ne savais même pas que les bonhommes de neige pouvaient déféquer. Plus exactement, ils ne défèquent pas, mais ils fondent sous l'action de certaines émotions, comme la peur par exemple. Ils perdent ainsi une partie de leur corps qui se liquéfie et leur coule dessus. Comme de la merde ? Comme de la merde. Vous êtes vraiment une équipe de bras cassés. Pendant tout ce temps de palabres futiles, on aurait largement eu le temps de s'enfuir. Je n'en serais pas si sûr, à votre place. Toujours est-il qu'on aurait pu essayer. Ah ça, oui. On peut toujours essayer tout et n'importe quoi. Et puis, Igor hurla afin de prouver une nouvelle fois toute l'étendue de son courage. Mais qu'y a-t-il, toi ? Que peut-il t'arriver maintenant que tu es enfermé avec nous ? Il y a Quoi ? un squelette dans la cellule. Quoi ? C'est tout ? Et depuis quand tu as peur des squelettes ? Ah oui, j'ai oublié de vous le présenter. C'est Oscar, mon compagnon de cellule. Mais les squelettes m'ont toujours fichu la trouille. Mais c'est absurde. Déjà, c'est inerte. Et puis tu n'as même pas de squelette, toi. Évidemment, il est un peu discret. Ne nous voilons pas la face, il est même très discret. Mais au moins, il représente une compagnie. Je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir des os à l'intérieur de son propre corps pour avoir peur des squelettes humains. Mais je vois au contraire très bien le rapport. Les squelettes nous font peur à nous humains parce qu'ils sont le reflet de notre futur. Parce qu'ils nous murmurent « voilà ce que tu sauras plus tard ». Parce qu'ils évoquent la mort, et enfin parce que toute une mythologie a été créée autour, de sorte qu'un squelette est considéré comme quelque chose de malsain et d'effrayant. Et une compagnie, même discrète, c'est déjà ça. Je veux dire, quand on vit ici tous les jours, dans moins de 5 mètres carrés, loin de la lumière du soleil, forcément un tas d'os, ça se révèle assez rapidement être de la très bonne compagnie. On devient fou sinon, vous me comprenez ? C'est justement pourquoi les squelettes m'effraient, car même s'ils ne sont pas le reflet de ma mort, ils portent quelque chose de démoniaque et de malsain comme tu l'as dit. C'est ridicule. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis assez content de vous voir ici, avec moi. Quoi de plus enchanteur que la promesse d'une éternelle compagnie, en plus avec des gens sympathiques comme vous l'êtes. Non, vraiment, votre emprisonnement est une grande chance. Non, moi je ne trouve pas ça ridicule du tout, au contraire. Sûrement. Et comment est-il mort d'ailleurs, ce bougre ? Je n'en ai absolument aucune idée. En fait, il était déjà sous cette forme-là quand je suis arrivé, il y a 4 ans de cela. Si on finit comme lui, c'est plutôt mauvais signe. Surtout qu'avec Igor comme co-détenu, en plus du manque de soleil et d'espace, on va toujours crever de froid aussi. Comment vous êtes arrivé là d'ailleurs ? Oh, c'est une histoire somme toute assez banale. Quand je vivais encore dans l'en-bas, j'étais professeur dans un petit village sur les îles de Demain. Ma foi, un fort joli paysage, et j'étais respecté par la population locale. Il faut dire que j'avais ma petite réputation. Enfin, vous savez ce que c'est quand on est un intellectuel. Non, d'ailleurs, vous ne devez pas vraiment savoir ce que c'est. C'était pas la belle vie, bien sûr, mais c'était profitable. J'ai d'abord eu du mal à m'intégrer. Enfin, vous savez ce que c'est quand on est un mouton. Enfin, non, d'ailleurs. Vous ne devez pas savoir du tout ce que c'est. Quoi qu'on en dise, le spécisme est encore assez présent, notamment dans les îles de Demain, même si cela n'en a pas l'air. Alors, forcément, au début, il y avait des tensions. Je vous ai pas raconté, d'ailleurs, comment j'étais arrivé aux îles de Demain ? Non parce que, objectivement, toute ma vie est très intéressante. Je songe très sérieusement, d'ailleurs, en écrire une biographie quelque peu retouchée. Sachez d'ailleurs que les biographies sont très souvent retouchées afin de leur donner une couleur plus romanesque. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais en avoir honte. Qu'on me donne du papier et un stylo, et on verra ce qu'on verra. Edmund ! Enfin, tout cela pour dire que je pense qu'il serait bien plus profitable pour vous si je commençais dès le début de ma vie. Et puis, c'est pas comme si on était pressé, n'est-ce pas ? Avouez que ce serait plus cohérent. Et puis, cela aurait beaucoup plus de sens pour vous comme pour moi. Car, quoi qu'on en dise, il est toujours bon de revenir aux sources des choses afin de mieux les saisir. Edmund ! Ma mère. Il faut que je vous parle de ma mère. Elle s'appelait Gentleman of Leisure, étant esclave de condition. Son nom chrétien, c'était Chelsea. Et quelle laine, mes amis. Edmund ! Quoi ? La version courte, fais-nous la version courte. Ah, oui, bien sûr. Donc, sur les îles de Demain, j'étais professeur. J'avais une classe de 16 élèves très précisément. Dans l'ordre alphabétique, il y avait François, Romain, Alexandre, Aurélien, Jonathan, Stéphanie... Pas cette version courte, Edmund. Celle qui commence avec ta rencontre avec les sœurs Huss. Ah, c'est vraiment très court comme version. Je te jure que c'est amplement suffisant. Bon, bah... Donc, un beau jour, les sœurs Huss sont arrivées. Évidemment, je les connaissais pas, à l'époque. Alors je me suis pas méfié. Comme tout le monde, en fait. Elles sont arrivées, à dos de dragons célestes bleu-violet, et tout fut soudain très rapide.
Un enfer de feu s'abattit sur nous, suivi d'un tir nourri de fusils d'assaut. J'étais avec Bobby à ce moment-là, un élève fort charmant. Naturellement, je lui ai dit de foncer vers l'école, moi le suivant de très près. C'est pas que l'école allait nous protéger forcément, mais sous le coup de panique, j'ai pensé qu'il serait préférable d'essayer de se cacher, et tant qu'à faire, pourquoi pas l'école, qui était juste à côté. Pour que vous vous visualisiez bien la scène, il faut savoir que l'école était un bâtiment typique des îles de demain. Un parallélépipède étiré, tout d'un bois clair, avec un toit de planches épaisses. Alors, moi et Bobby, on s'est mis à courir vers ce secours de fortune dans les coups de feu et les hurlements humains. Forcément, je craignais pour ma vie, et puis aussi un peu pour celle de Bobby. Mais la curiosité a été plus forte, on ne se refait pas. Alors, l'espace d'une seconde, j'ai tourné la tête, juste pour voir qui étaient les assaillants, juste pour voir ce qu'ils faisaient. Cela n'a pas duré longtemps, mais j'ai quand même eu le temps de voir la boîte crânienne de ma voisine s'exploser sur le sol. Catherine, qu'elle s'appelait. On l'appelait Cathy dans le village. Ben la voilà qui fuyait son corps à toute vitesse, dégoulinant d'âme par tous les débris de ses os et cartilages fendus. Faut dire, un coup de fusil à bout portant, ça fait rarement du bien. Et puis, au-dessus d'elle, en lévitation, balayant le sable de la place centrale, il y avait Marianne. Ou Anne, je sais plus. Enfin, elle était là, sur son petit dragon, à voler au ras du sol, tirant sur tout ce qu'elle voyait. Et là, justement, elle m'a regardé, de son regard plein de monstruosité, tandis qu'en arrière-plan, des cadavres gisaient sur le sol. Quelle que fût la raison de leur venue, j'ai tout de même compris qu'on ne s'en sortirait pas vivant. Enfin, pour l'instant, Bobby était arrivé à la porte de l'école. Sur ses talons, je me jetais à l'intérieur et refermai la porte d'un coup sec. Aussitôt, je lui dis d'aller se cacher sous le bureau, ce qu'il a fait avec une diligence que je ne lui avais jamais connue. Moi, pendant ce temps, je m'obstinais à appuyer tout mon corps contre la porte, comme si cela allait empêcher quiconque de passer. Cela a tellement bien marché que la bougresse est entrée par le toit. On a d'abord entendu des gratouillements au-dessus de nous. Bobby était mort de trouille derrière son bureau. Puis, une planche vola, suivie d'un fracas de bois. Le dragon descendit au milieu des tables, et nous, tout effrayés qu'on était, on ne bougeait plus. De toute manière, bouger pour aller où? Alors Marianne, ou Anne, je sais plus. Enfin, elle descendit de son dragon, attacha son harnais à une table et rangea son arme. Elle s'approcha calmement de Bobby, qui est tout simplement incapable de réagir. Je pense qu'il devait se faire dessus. C'est une action à peu près commune à tous ceux qui croisent la route des sœurs Hus. Arrivée à son niveau, elle resta un temps sans rien faire, et, quand elle trouva le moment opportun, elle lui défonça littéralement la tête avec ses gants renforcés en métal. Afin de ne pas avoir l'air d'une amatrice, elle pensa bien lui briser les côtes à coups de pompe quand il tomba à terre. Pauvre Bobby. Quand elle a sorti son couteau, j'ai ressenti du soulagement pour lui, me disant qu'elle allait mettre fin à son calvaire. En fait, elle lui arracha juste les yeux, avant de le planter dans le thorax sans grande précision. J'ai appris plus tard qu'en fait, elle collectionnait les yeux d'enfants. Collection qu'on peut d'ailleurs retrouver ici, je pense, dans un bocal. Enfin, moi, de mon côté, je regardais la scène avec un plaisir pervers entaché bien sûr de deux sentiments. Le remords de ne pas être intervenu en faveur de mon Bobby, et puis l'incompréhension totale de mon propre corps qui refusait de fuir. Parce que c'est vrai que j'aurais pu fuir, mais j'ai complètement oublié, trop absorbé que j'étais par la violence. Et puis, en y réfléchissant maintenant, je me dis que ça aurait pas changé grand-chose, vu que les autres étaient dehors et que rien n'échappait à leur regard. C'est une de leurs grandes qualités, d'ailleurs. Chaque village attaqué ne laisse aucun survivant. Elles sont douées d'un professionnalisme déconcertant. Enfin, finalement, elle s'est tournée vers moi, est remontée sur son dragon, puis a poussé un grognement sans que je comprenne trop où elle voulait en venir. Je l'ai compris quand les griffes de son animal m'ont agrippé au niveau du tronc et que j'ai commencé à voler, ce qui est tout de même incongru pour un mouton. Elles ont ensuite rassemblé toutes les choses de valeur du village, et même les choses sans valeur, avant de commencer une série de longs allers-retours entre la montgolfière et l'en-bas pour acheminer tout leur butin. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui les a pris d'attaquer un des villages des îles de demain, puisqu'ils ne sont pas réputés pour leur grande richesse. Enfin, quant à moi, elles m'ont gardé comme un trophée, je ne sais pas trop pourquoi. Ceci dit, quand on fait affaire avec une personne apte à collectionner les yeux d'enfant, on ne s'étonne plus de rien, et on arrête de se poser des questions. C'est en tout cas ce que je me suis dit, et je le vis très bien. C'est toujours mieux que de se faire exploser la cervelle ou tabasser. Et puis, être une mascotte, cela a du bon. D'ailleurs, cela me fait penser que je ne sais pas si elles vous garderont longtemps ou non. Parce que l'organe répressif, oui, cela, elles connaissent. Par contre, la justice, c'est beaucoup moins sûr. Personnellement, j'opterais plutôt pour une mort par privation de nourriture. En effet, si elles avaient voulu vous tuer, elles l'auraient déjà fait. Quoique, puisqu'elles me nourrissent, cela veut bien dire qu'elles vont continuer à m'apporter de la nourriture. Donc on pourra toujours partager. Edmund! J'espère que vous aimez les graines, parce que c'est tout ce qu'on me donne. À moins, bien sûr, qu'on décide de s'entretuer pour de la nourriture, et dans ce cas-là, alors, on ne mourra pas de privation, mais de violence physique principalement, ce qui est tout de même moins enviable. Et encore, cela dépend des personnalités. Tu recommences à divaguer, Edmund.
Moi, par exemple, je pense que je préfère mourir de privation alimentaire plutôt que tabasser à mort. Mais chacun peut avoir son avis. Je pense que la privation peut être une épreuve assez dure pour certaines personnes qui, par conséquent, pourraient préférer mourir à coups de sabot, plus ou moins rapidement, que par un lent affaiblissement général de leur corps. Arrête-toi là, ce n'est pas nécessaire. À moins, et je formule ici ma dernière hypothèse, qu'elles aient décidé de faire de vous des mascottes. Enfin, cela me paraît tout de même invraisemblable. Déjà, parce qu'on n'a qu'une mascotte, et pas trois, sinon cela ne fait plus de sens. Et puis, garder un intellectuel qui peut produire de la laine est chose intéressante, alors qu'un morveux impatient et un bonhomme de neige froussard, qui en voudrait, je vous le demande. Cette fois-ci, ce ne fut pas Tommy qui lui coupa la parole. De puissants grognements avaient retenti et il se rapprochait. Des lourds pas martelaient maintenant à un rythme aléatoire, donnant à Igor une nouvelle excuse pour se déféquer dessus en toute sobriété. Tout le monde s'était tu, attendant de voir ce qu'il allait se passer. Puis, en un coup de vent, des lueurs carnassières passèrent, apparaissant et disparaissant presque en même temps, et les bruits s'éloignèrent de nouveau. Bientôt, il ne resta plus que leurs éparpillements dans le long tunnel, tandis que des battements d'ailes se noyaient dans la nuit. Elle retourne chasser. C'est tout de même marrant, ce réflexe de réchauffement soudain quand j'ai peur. Oh, vous inquiétez pas, elles vont revenir. Si vous pensez encore vous échapper en profitant de leur courte absence, je préfère vous le dire maintenant, c'est inutile. Ça dépend.